Bonjour et bienvenue à ce troisième épisode d'Un café avec une experte. Cette semaine, on rencontre Nathalie Beaulieu, consultante en gestion de l'eau et en adaptation au changement climatique, pour un peu décortiquer la notion ou le concept de suivi des engagements et des attentes. Nathalie, qu'est-ce qui est à l'origine là, de la réflexion là, sur le suivi des engagements et des attentes, le Sénat? Oui, ben c'est ça, c'est un outil qu'on avait développé en 2012 à l'origine, à partir d'une discussion qu'on a eue avec Antoine Verville, qui était directeur adjoint du ROBVQ, qui me disait on aurait besoin d'un outil pour faire le suivi et l'évaluation des actions dans les plans directeurs de l'eau. Et on aurait besoin de quelque chose qui stimule l'engagement des acteurs. Alors, c'est à partir de là qu'on a travaillé là-dessus. On a travaillé avec Copernic sur la rivière Nicolet pour tester ça. Puis, l'outil a été intégré là, dans les formulaires 1 et 2 des outils de suivi des PDE. Donc, l'objectif, c'est stimuler la prise d'engagement par les partenaires de cet outil-là. Oui, c'est ça. C'était d'aller plus loin que juste la consultation de gens, puis faire en sorte que les gens puissent exprimer leurs attentes, les acteurs les uns envers les autres, et d'arriver à faire la distinction entre juste des souhaits comme ça. Oui, ce serait bien si quelqu'un faisait ceci ou cela, et d'arriver carrément de prendre un engagement, puis qu'il y a un acteur qui dise, moi, je vais le faire, là, ou moi, je vais faire ceci, là, tu sais. À la base de la philosophie, vraiment passer de simplement des souhaits exprimés à des engagements, autant par rapport aux autres que par rapport à soi-même. Oui, c'est ça que les gens en réunion disent, oui, pour arriver à tel résultat, il faudrait, moi, je peux faire ceci, mais il faudrait qu'il y ait d'autres actions qui se fassent, là. Et puis, alors, identifier, c'est quoi les attentes des acteurs les uns envers les autres. Et puis, arriver à faire la différence entre un engagement souhaité, c'est-à-dire quelque chose qui serait bien, et quelque chose un engagement pris par un organisme ou une personne pour dire, OK, moi, je vais le faire, je vais faire ceci, là, tu sais. Pratiquement, comment un coordonnateur ou une coordonnatrice de projet peut suivre les engagements et les attentes? Quelle forme que ça peut prendre? Moi, je pense, c'est sûr qu'on a développé là, des outils avec des colonnes puis des choses comme ça, mais en fait, la meilleure façon de le faire, c'est avec un compte-rendu de réunion, puis d'identifier que les gens, identifier les choses d'abord qui sont souhaitées, là, dire, ça serait bien que telle et telle chose se fasse, et là, de faire une liste des engagements qui ont été pris. Tel acteur a dit qu'il ferait ci, tel autre acteur a dit qu'il ferait ça, et de garder un focus sur et de garder ces un points-là. focus sur en tout cas, les points d'action qui ont été pris, puis après, de revenir dessus pour dire, est-ce que ceci a été réalisé, puis où est-ce qu'on en est, puis si ça n'a pas été réalisé, c'est pas nécessairement grave, mais qu'est-ce qui fait que c'est quoi l'obstacle, puis des fois, on peut identifier une autre attente envers un autre acteur, là, tu sais. OK, donc mieux comprendre ça nous permet de mieux comprendre les obstacles au changement. Et puis, quand on a identifié un obstacle, être capable d'exprimer les attentes, tu sais, si c'est qu'on attend que, par exemple, un organisme développe du matériel de sensibilisation ou un guide, de dire, on a besoin de ça, puis est-ce que c'est possible de le faire, là? Là, on a parlé de beaucoup d'exemples différents, mais est-ce qu'on en aurait un peu plus synthétique pour résumer un peu tout le processus qui est derrière le suivi des engagements et des attentes? Je vais vous donner un exemple fictif basé sur des situations réelles. Par exemple, si on a une rivière qui coule en milieu agricole où on a tout le monde se dit il faudrait que les agriculteurs arrêtent de faire des pratiques des pratiques agricoles qui portent atteinte à la qualité de l'eau. C'est ça. Il faudrait utiliser, par exemple,
des techniques agro-environnementales, ben qu'est-ce qu'on peut faire pour en arriver là? Il peut y avoir de la sensibilisation qui est faite, des cours qui sont donnés, il peut y avoir du matériel. Donc, on peut souhaiter plein d'engagements. On peut souhaiter plein de choses, mais là, les gens peuvent prendre... des universités peuvent faire des études coût-avantage pour montrer que c'est avantageux économiquement pour l'agriculteur. Les agriculteurs même peuvent s'engager dans leurs propres associations à dire, ben moi, je vais faire des essais, moi, je vais m'engager à adopter des pratiques agro-environnementales. Puis on peut faire le suivi ensuite de ce que chacun a fait pour arriver au résultat. Fait que c'est utile quand tout le monde un peu s'implique sur une base volontaire pour être sûr que rien ne se perde. Oui, c'est surtout utile sur une base volontaire parce que c'est sûr que quand tu as, mettons, du financement puis que tu paies les gens pour faire des choses, bon, ben là, ça va de soi. Tu as une relation légale. Tu as une relation de reddition de comptes, mais quand on travaille tous ensemble dans le cadre, par exemple, d'un plan directeur de l'eau pour un objectif commun, puis qu'il n'y a pas, tu sais, là, on n'a pas des relations de contrat, ben là, oui, c'est très, très utile d'avoir quelqu'un qui coordonne puis qui dit, ben chacun s'est engagé à quelque chose, puis où est-ce qu'on en est dans l'exécution de ces activités-là. Ouais. Parfait. Ben merci beaucoup pour cette clarification. Merci beaucoup, Marc-André.